Rebonjour à vous, merci d'être fidèle au Facebook Live des Sommets du Digital. Nous sommes toujours à la Clusa pour quelques heures encore. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Antoine Vernet. Bonjour. Vous êtes directeur du digital d'MBS. Tout à fait. Je vous laisse prendre les micros, messieurs, je vais oublier de vous le dire, mais ça nous aidera sûrement à communiquer. Philippe Catla, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Sub de Pub. Voilà. Et Philippe Schmitt, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes Chief Digital... Bon, ça ne va pas aller en anglais. Transformation. CDO, Chief Digital Officer de Prisma Media Solutions. Bonjour. Bonjour. On est là pour parler de médias, avec un sujet qui était le renouveau des médias, qui est entre résistance et innovation. Il se trouve que dans la salle dans laquelle vous avez passé les 3 dernières journées, quand il s'est agi, quand on a parlé de médias, c'était surtout pour parler de confiance. Comme on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, on est dans une période tourmentée pour les médias. Philippe, comment, vous qui travaillez chez Prisma, c'est-à-dire que c'est combien de marques médias aujourd'hui, Prisma ? 21 marques. 21 marques. Comment est-ce que vous vivez ce moment ? C'est un moment où en fait on voit ceux qui font des bons choix. Parce qu'il y a une crise de confiance générale qui est amplifiée ce dernier temps, et notamment en France. Et cette crise de confiance, il faut la prendre très au sérieux. Ça veut dire que le rôle initial des médias dans une démocratie est le 4e pouvoir dans l'État, avec une mission de regarder par l'épaule des puissants. Et donc, ce rôle-là, les médias doivent l'assumer. Il faut aussi avouer quand ils font des erreurs, parce que les erreurs sont humaines. Car si les médias ne font plus bien ce job, on est complètement livré au flux des informations non vérifiées, au flux des gens qui produisent des contenus avec des intérêts politico manipulateurs potentiellement, sans carte presse, sans être sous pénal code de la loi. Et donc ce serait vraiment le début de la fin. Donc les médias sont absolument obligés de faire ce travail, car quand les médias arrivent à bien préserver la confiance, nous avons un double effet, c'est-à-dire la démocratie est préservée, et deuxièmement, les médias renouent avec le sens de leur business model. Car les médias, comme le nom le dit, sont des intermédiaires entre les marques et les consommateurs. Dont les grandes baromètres de trust, comme par exemple les Edelman, notamment les marques de presse magazine, attribuent normalement le plus grand score de confiance, au-delà de 70%. Donc on a un devoir, un rôle absolument crucial qui nous aide aussi de réinstaller la confiance entre les gens et les marques, au-delà de ce rôle de la démocratie, donc une vaste mission. La confiance est toujours de cet ordre-là pour la presse, parce que j'ai lu des chiffres qui sont assez terribles. La télé qui a dégringolé à 38%, la radio qui est à 50%. La confiance dans la après presse, les gilets jaunes, ce que ça donne. Oui. Philippe, vous travaillez avec beaucoup d'étudiants. Combien chez Sub de Pub en ce moment ? 3500 étudiants actuellement à Sub de Pub. Ouais. C'est devenu la plus grosse école du groupe INSEC depuis quelques temps. Donc dans le groupe, on a 25 000 étudiants. C'est le premier groupe français privé d'enseignement supérieur. Et moi, je dirige Sub de Pub, et depuis un an, je dirige également l'école de sciences politiques du groupe. Et on a une filière média, bien sûr, dans la publicité, mais également en sciences politiques. Parce que c'est une école assez particulière qui a 120 ans, qui avait été créée par une journaliste au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Donc c'est une école à la base de journalisme, mais qui est partie vers la science politique, la diplomatie, etc. Okay. Et j'ai réactivé depuis un an justement la filière média de l'école sciences politiques, parce que je trouve que les phénomènes qu'on voit aujourd'hui justement en termes de médias, l'abandon, je dirais, de la valeur des médias, les gens s'en détournent, les jeunes en particulier. Moi j'ai 4000 étudiants, tout un peu plus de 4000 étudiants, donc on voit bien que la consommation des médias a complètement changé, le rapport qu'ont les jeunes médias a totalement changé, la presse quotidienne régionale en particulier, un lecteur meurt, il n'est jamais remplacé aujourd'hui, c'est un des problèmes de la presse quotidienne régionale. Donc moi j'ai voulu créer cette filière pour justement gérer le phénomène des médias par rapport aux politiques. Ouais. Et personne ne s'occupait vraiment de ça, donc on trouvait qu'on était au bon moment et au bon endroit pour gérer ça. Ouais. Et donc la filière média. Cette crise de confiance par rapport aux discussions que vous avez avec les étudiants, par exemple ? D'abord, par rapport à la discussion, ils aimeraient comprendre ce qui se passe, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont très peu de recul sur l'utilisation des médias. Les jeunes aujourd'hui ne consomment pas du tout comme avant, bien évidemment, ne consomment pas les mêmes médias. Certains ont disparu quasiment de chez les jeunes. Aujourd'hui, quel jeune ouvre un média papier alors que c'est quasiment fini. Donc ça, la consommation a changé, le contenu a changé également, les nouveaux formats font florès partout, et bien entendu ça a complètement changé le mode de consommation des médias. Et aujourd'hui, je parle même pas du contenu en termes de fake news, etc. Ça c'est une chose, mais même la façon de consommer les médias a changé.
Donc, même au-delà de ce qui est dans le média, en fait. Que je comprenne bien, qu'ils ne comprennent pas la crise de confiance, ils ne comprennent pas les formats qui seront les formats consommés demain. Non, ça, ils comprennent parfaitement, ils s'adaptent parfaitement au nouveau format. Simplement, aujourd'hui, par exemple, le métier de journaliste, qui est un métier attire toujours autant les jeunes, il faut le savoir aujourd'hui. Hein. En revanche, le métier ce qu'on leur fait faire en tant que journaliste a complètement changé aujourd'hui. Par contre, les jeunes sont toujours attirés par ce métier. Donc ça, c'est peut-être positif, enfin, en tout cas là-dessus. Je dirais, ils sont très utopiques à l'heure actuelle. En revanche, ce qu'on leur propose comme média aujourd'hui est quelque chose de très complexe par rapport à ce qu'on proposait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait la télé, la radio, le papier terminé. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est ça qui est compliqué à expliquer aux jeunes. Les enjeux, le pouvoir, tout ça est très complexe. Faut-il encore avoir des explications en plus? Et donc c'est pour ça qu'on les forme aussi un petit peu à ça. Antoine, on parle de confiance, ça peut être aussi la confiance en l'avenir. L'avenir des médias, elle se tricote à plusieurs mains parce qu'il y a forcément ceux qui font les médias. Il y a également les annonceurs et les agences qui font le lien entre ces deux acteurs. Ce que vous faites, la relation de confiance entre les différentes parties prenantes, elle est comment actuellement? On va dire que vraiment la résistance et la confiance sont vraiment les principales difficultés dans notre métier. On est des facilitateurs de communication, d'échanges entre historiquement les agences et les régies, mais de plus en plus on voit de petits acteurs, pas si petits que ça maintenant, qui viennent sur le marché pour offrir des nouvelles solutions, des nouvelles plateformes, des nouvelles data, des nouvelles données, etc. Donc on a vraiment un écosystème qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus opaque. C'est ça qui peut faire peur à certaines personnes. Et quand on voit les annonceurs en bout de ligne, on comprend très bien leur crainte d'avoir vraiment une perte de transparence. Et c'est vraiment un mot-clé qui est la transparence, sur lequel on se bagarre tous les jours pour faire avancer ce média du digital qui complexifie énormément justement l'achat d'espace média en 2019 et depuis quelques années maintenant. D'accord. Philippe, en termes de peur, vous avez l'impression que les acteurs aujourd'hui des médias ont peur du changement, ont peur de l'avenir, ont peur de toutes les incertitudes qui planent? Non, là je peux dire clairement non parce que les médias ont toujours évolué dans le changement et notamment les marques de presse en fait sont censées s'adapter au goût des lecteurs et donc en ce qui concerne Prisma Media en tout cas, nous avons embrassé le changement depuis 10 ans à vitesse grand V avec une mission qui est relativement simple et qui est tout simplement enrichir la vie des Français à travers des contenus et des services. Donc à partir de cela en fait l'avenir est potentiellement très rose. Encore faudrait-il bien l'attaquer avec un projet de transformation qui nous a permis de devenir un des plus grands groupes audiovisuels de France à partir des marques initialement de presse magazine. Ça c'est assez étonnant. Mais aujourd'hui en fait nous sommes là où sont nos lecteurs. Et tu parlais de confiance, sur la confiance avec nos annonceurs ou les agences. Il y a quelque chose qui est très important, surtout en B2B, c'est qu'il faut faire du F2F, du face-to-face, et donner de la valeur à l'humain pour recréer le lien de confiance. Et donc, comme des partenaires MBS qui proposent des plateformes qui facilitent toutes les tâches répétitives où l'intervention humaine a relativement peu de valeur ajoutée, pour que justement l'humain peut se consacrer à la chaleur ajoutée. La fameuse chaleur ajoutée. Vous parlez de plateforme. Moi, je me demande une chose en termes de nouveaux modèles des médias. À quand le Netflix des médias, finalement? Philippe? C'est une bonne question. Ça pourrait être le cas d'ailleurs demain, bien évidemment, puisque le problème c'est qu'il faut que les gens s'entendent. Je dirais que dans l'évolution des médias, quand même, il y a eu beaucoup de résistance. Chez Prisma, je dirais que Prisma était une boîte d'abord plus moderne, entre guillemets, que un bon nombre de boîtes françaises, je parle des années 90, on va dire, grossièrement. Moi, j'ai vu les choses évoluer de façon extrêmement lente et avec énormément de réticence dans pas mal de rédactions, surtout dans les grands médias quotidiens, les grands médias classiques. Ça a été très difficile. Je parlais de la presse quotidienne régionale, mais la presse quotidienne nationale française, je dis pas n'a pas disparu, mais en tout cas a eu beaucoup de mal à se réformer et ça a été le fait de 2-3 titres qui surnagent. Combien ont disparu, combien aujourd'hui sont en train de disparaître. On voit l'Humanité qui a déposé le bilan, par exemple, malgré des subventions et un modèle français qui est assez particulier de ce côté-là. Donc attention, tout le groupe Hachette, en tout cas, a quasiment disparu, qu'on le veuille ou non. Alors, on peut l'expliquer par un management un petit peu particulier, n'est-ce pas? Mais un manque de stratégie et de vision. Mais certainement, voilà, autant Prisma a su évoluer, d'autres n'ont pas su évoluer. Donc il y a eu beaucoup de morts sur le terrain de bataille depuis 20 ans. Et ça va continuer, à mon avis. Et à côté de ça, bien sûr, beaucoup de choses sont nées et continuent de naître tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est
du face-to-face, retrouver une expérience de quelqu'un en direct avec eux. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Quel que soit le canal, quasiment, c'est comme ça que ça se résout comme ça. Et d'ailleurs, que fait Macron en ce moment depuis un mois et demi? Il va voir les gens chez eux, en train de leur expliquer ce qu'il fait. Comment le paysage médiatique a quand même beaucoup évolué pour qu'un président de la République soit obligé de faire ça pour rejouer les nerfs avec les Français. C'est quelque chose de fondamental. C'est même extraordinaire qu'on voit ça aujourd'hui en France, à l'heure du tout digital, etc. Il devrait ne plus aller voir les gens. Au contraire, il est obligé d'aller voir les gens pour recréer du lien. Donc c'est fondamental. Et nous, on reçoit beaucoup d'hommes politiques à l'école de sciences politiques. Ils sont totalement perdus, il faut le savoir. Aujourd'hui, ils sont tétanisés de peur face aux médias. Ce qui n'était pas le cas avant, ils adoraient ça. Aujourd'hui, ils sont morts de trouille. Voilà. Entre politique et médias, je vois juste derrière nous Alexis Poulain qui avait proposé de se joindre à nous à l'issue de sa conférence, puisqu'il était sur scène à l'instant. Bienvenue Alexis. Je vais juste demander en régie où est-ce qu'il faudrait installer Alexis pour que le chant soit bien. Je pense que tu devrais, à mon avis, te mettre... Ah non, quoi qu'il va y avoir la caméra derrière Philippe, je ne sais pas. Si jamais la régie peut nous dire comment... Non, viens à côté de moi Alexis du coup. Voilà, c'est ça. Bien. Je te donne mon fauteuil. Si, je t'en prie. Alexis... On parlait de politique, on parlait de confiance, on parlait de défiance. Tu en parlais sur scène il y a quelques minutes et tu as commencé, on est parti pour rejoindre cette table ronde en disant grosso modo qu'il fallait arrêter la chasse au clic, si je ne me trompe pas. Oui, ou du moins trouver du clic de qualité, sur l'engagement. Aujourd'hui, ce que je disais, c'est que c'est un secteur qui a été fortement impacté par le numérique. Comme l'a été la musique a pu se réinventer par le flux. C'était facile parce qu'on part d'un monopole de production et de diffusion. C'est la même chose pour les médias, production et diffusion d'infos. Sauf que se rebondir par le flux d'infos, c'est une erreur parce qu'on arrive à faire n'importe quoi, on n'a plus le temps de faire un travail de qualité et chasser le clic par le titre accrocheur, c'est ce qu'on appelait du clickbait, enfin on a plein de façons de le faire. Ça a été un temps, ça a permis de survivre pendant un temps. Aujourd'hui c'est extrêmement contre-productif. On peut maintenant chasser du clic, mais je pense qu'il faut chercher du clic de l'engagement, il faut engager ses audiences, il faut avoir un vrai échange avec ses audiences et aussi les respecter. Alors faire confiance à l'intelligence et proposer du contenu de qualité. Je t'emprunte mon micro, je te laisse ma chaise. Discutez entre vous, parce que finalement, ce sont vos sujets plus que le mien. Je voudrais juste réagir. Antoine, je t'en prie. Arrêter la course au clic, est-ce que c'est quelque chose que les annonceurs peuvent entendre d'après toi ? Oui, tout à fait. C'est pour un annonceur, un clic valorisé beaucoup plus et avec beaucoup de transparence va avoir beaucoup plus d'importance que quand on va utiliser du programmatique vraiment les yeux fermés, où on va, comme disait Philippe, utiliser une drogue douce, on va se laisser porter, on va avoir des clics faciles, on va avoir des impressions de manière très aisée. La qualité, c'est vraiment ce qui doit revenir. La quantité, on en a fait beaucoup dans les années 2000-2010. Là vraiment il y a un retour, et je pense que vraiment de la part de tous les acteurs, que ce soit les régies, les agences et bien évidemment les annonceurs qui ont compris que le digital c'est vraiment pas un média de masse et que vraiment on a la possibilité de cibler, et de plus en plus avec des datas très très affinées. Les Philippe. Il y a un petit challenge, en fait, une tension qui se crée entre le besoin de simplifier la complexité, car en fait une campagne ne ressemble plus à une autre, et en fait pour aujourd'hui gérer une marque avec l'ensemble de ses contacts via l'atomisation des points de contact, ça crée vraiment la complexité. Du coup en fait on est obligé de faire appel à des partenaires technologiques, des plateformes qui, en l'occurrence, nous simplifient parfois un peu trop la chose pour prendre des décisions peut-être trop hâtives, trop simplifiées, avec des KPIs dans les tableaux Excel où on met tout égal par ailleurs, où on compare un touchpoint d'une double page géo un vendredi soir dans son TGV qui nous fait respirer à une bannière lundi matin dans un contexte qui n'est pas du tout comparable. Et en fait, il y a, un espèce de mur qu'on est en train de se prendre vraiment dans la figure, où on voit que l'adolescence du digital est finie. Maintenant, on a besoin de grandir et de se reposer les bonnes questions, apporter du bon sens et se dire que, écoutez, même avec autant de canaux différents, même avec autant de sous-cibles, les millennials qui sont fondamentalement bien sûr différents, mais en fait pas du tout, il faut juste se dire que la création de confiance entre une marque et un consommateur est la même histoire que la création de confiance entre deux individus.
il faut une succession de points de contact justes. Donc, ça veut dire que la première fois, je te t'inonde pas de questions qui te demandent voilà, ta vie perso, ton truc, j'arrive à l'heure, je pue pas de la bouche et je fais un minimum d'efforts pour te montrer, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Si une marque fait pareil avec ses cibles, forcément, ça va bien se passer. Sauf qu'aujourd'hui, comme tout est chahuté, comme tout est sous-divisé, en fait, il manque parfois la vision big picture et dans la simplification de la complexité, de juste remettre du bon sens. C'est facilement dit, mais il faut le faire. C'est beaucoup de métiers aussi, parce que c'est toute la chaîne qui doit être impliquée, du producteur de contenu, du journaliste, et puis derrière le marketing, et c'est compliqué. Les métiers ont bougé. Donc nous, ça nous a obligé à énormément changer la façon de les enseigner, les outils. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui de faire l'achat d'espace qu'avant. Ça n'a rien à voir. Il y a 30 ans, c'était une simplicité académique. On partageait le budget en 4, plus ou moins, on passait par une agence, puis termine, on prenait 15%, c'était fini. Aujourd'hui, c'est un enfer absolu. Donc c'est très complexe à enseigner aussi. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Donc on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire rentrer les gens dans ce nouveau monde, parce qu'ils ont beaucoup de mal à le comprendre. Je parle des jeunes, bien évidemment. Ce qu'il y a derrière le média, bien entendu, les algorithmes, les possibilités, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça, à se dire mais c'est aussi complexe. Alors là, il y a une perte de confiance parfois, parce qu'ils trouvent que ça devient trop techno par rapport à la réalité, à l'humain, etc. Mais à côté de ça, c'est l'humain. Enfin, aujourd'hui, le seul avantage, je pense, de l'évolution digitale, ça a été qu'aujourd'hui, nos bases de données, les réseaux sociaux, ont mis les gens à nu. C'est-à-dire qu'on les connaît, on sait où ils sont, etc. etc. Ça, c'est un vrai. Mais c'est vrai que nous, par exemple, en tant qu'école, pour aller se sourcer aujourd'hui, faire de la quantité n'a strictement aucun intérêt. On l'a testé, ça n'a aucun intérêt en tant qu'annonceur. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est on va chercher des profils un par un parmi les gens qui ont envie de faire ça, qui sont déjà attirés par ce qu'on fait, et en les rassurant, comme tu disais, sur des petits points précis qu'ils recherchent. Et voilà comment on fait. On fait rien de massif aujourd'hui. Même d'ailleurs les grands salons, par exemple, spécialisés aujourd'hui, ont une perte d'efficacité incroyable. Les gens veulent des choses complètement, voilà, un par un, face à face. On a déjà terminé très clair. Notre temps de parole. On va quand même garder 3 minutes, parce que sinon c'est pas drôle, c'est l'avantage aussi des sommets. Juste une chose, on parle de médias, on interroge beaucoup les nouveaux modèles, les nouveaux formats, les modèles économiques, le clic, etc. Et finalement, le mot information est assez peu au cœur des débats. Alors, pourquoi? Et est-ce qu'on peut imaginer un avenir où ça revienne un peu au cœur? Tous les quatre. On va prendre dans l'ordre la première personne. L'information, si, je pense qu'elle est là, mais c'est quelle information? Parce qu'il y en a plein. Une des pistes de développement, c'est l'information ciblée, l'information de niche. Tout le monde a besoin d'informations pour son activité et pour son développement personnel, enfin pour chercher à comprendre le monde. Et on peut chercher différentes sources d'informations, différents types d'informations. Et la question qui se pose, il faut vraiment, en tant que producteur d'informations, avoir au cœur la qualité et l'usage qui peut en être fait. Et sur le débat global qui est le rôle des médias, c'est celui d'animer le jeu démocratique. Et ça, c'est extrêmement important de se le rappeler et de le rappeler quotidiennement. Antoine? Je pense que tout a été dit. On a besoin d'informations à tous les niveaux. On a un sujet qui va venir très, très vite, je pense que c'est la télé adressée, on n'en a pas forcément parlé au sommet. C'est quelque chose qui va toucher les gens de manière plus fine, peut-être que l'information va en profiter, en tout cas j'espère. Chez MBS, on essaye de travailler avec les différentes régies, telco, agences, etc. pour essayer d'imaginer ce monde de demain. Et j'espère que les informations seront au cœur de ce projet. Ouais. Philippe Schmitt? Oui, je pense qu'en fait, le sujet, comme tu disais, c'est que les marques médias, dans le passé, se sont trop enfermées sur leur piédestal avec plutôt une culture de monologue et plutôt, comment dire, des informations descendantes à leur public. Ce que les groupes médias doivent impérativement intégrer, et c'est notre vision chez Prisma, c'est de passer vraiment à l'ère du média conversationnel. Ça veut dire garder toutes les forces, ce que ça veut dire d'être groupe de presse, groupe de médias, mais en même temps s'ouvrir et au niveau des marques et au niveau des personnes, des journalistes, pour animer beaucoup plus le débat. Et avec les moyens de la technologie, chez Prisma Media, nous opérons des chatbots qui vont, à l'intérieur des contextes éditoriaux, poser des questions et finalement faire remonter des retours, des insights, des opinions, mais de façon, comment dire, structurée, pour justement tendre beaucoup plus vers un air de dialogue et pas rester dans le monologue. Ça, c'est vraiment essentiel.
Ok, Philippe Catla. Le mot de la conclure, fin. alors, c'est terrible. C'est dur. Hein. Non, moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Les médias, la multiplicité des médias doit être quelque chose qui préserve la démocratie, en tout cas, telle qu'on l'a aujourd'hui, telle qu'on l'a conçue. Il reste encore quelques pays là-dessus. Donc, c'est très menaçant à l'heure actuelle parce que c'est vrai qu'on est noyé, je dirais. On a été très formaté depuis 20-30 ans en termes politiques, etc. Je trouve par exemple que tout ce qui est politiquement correct sert aujourd'hui les fake news, en fait, quelque part. Les gens les croient plus facilement parce que justement on leur a asséné des choses qui n'avaient pas obligatoirement envie d'entendre, mais on leur dit c'est comme ça. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et ce qui arrive aujourd'hui aux politiques, c'est pour ça qu'ils se sentent aussi mal à l'heure actuelle, et ils n'arrivent pas à réagir très clairement par rapport à ce qui se passe, c'est parce que justement ils ont dit pendant des années des choses très faciles aux gens, les gens ne veulent pas les entendre. Aujourd'hui, ça leur vient dans la figure directement et ils ne savent pas comment gérer. Et ça leur vient à filer par tous les canaux. Et il y a plein de nouveaux canaux qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'arrivent même pas à maîtriser. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, en fait, ça arrive à sortir de là. Alors, le Netflix des médias, peut-être, ça peut résoudre, puisqu'on aura des channels où on peut aller chercher l'info que l'on veut. Je veux dire, en tout cas, on peut aller entendre ce que l'on veut. Mais ce n'est pas qu'une solution. Voilà. Pico, il y a aussi qu'est-ce qu'est être journaliste aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'info aujourd'hui, etc. Et tout ça, je dirais, ce n'est pas des problèmes qui sont réglés. À l'heure actuelle, ils ne sont pas encore réglés. Les voilà, questions pas tout de la à fait. fin, Les questions bien de la entendu, fin. il en reste beaucoup. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné sur le dernier plateau des Sommets du Digital. Merci à Xavier de nous avoir permis de donner à voir un petit peu de ce qui se passait ou en tout cas des questions qui étaient soulevées derrière nous. Merci bien sûr à la régie d'avoir rendu tout ça possible. Je laisse la place à Pascal Cube dans 5 ou 10 minutes pour le dernier débrief et je vous dis à l'année prochaine.